Sinon, c'est peut-être d'aller chercher Lénaïque, Alexandre et Cosima qui nous manquent pour vous, au moins vous présenter les 2 premiers intervenants sur cette table ronde For Good. Oh, Cosima vient d'arriver sur le fil du rasoir. Alexandre, du coup, je pense que tu peux trouver ta place par rapport aux marqueurs qui sont sur les slides. Du LUL, Cosima pour l'association Furax et Lénaïque. Je vais vous laisser découvrir cette table ronde sur les communautés et les projets à impact et du coup l'intérêt du communautaire dans le For Good. Merci. Chacun prend ses micros, je crois. En tout cas, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Moi, je suis apprenant sur les communautés parce que je vais lancer un nouveau projet, podcast, qui est un projet pédagogique pour permettre aux étudiants de monter sur les soft skills avec des concours. Et j'ai la chance d'avoir une golden table, comme on dit là ce soir, dont faire la modération. Et c'est un vrai plaisir. Donc, Cosima, on a échangé. C'est un peu la version punk de l'engagement qui connaît bien les communautés puisqu'elle a bossé chez Discord, Reddit, et puis là, on va parler d'un projet Twitch. Je vais lui laisser prendre la parole. Et puis là, on a surtout le Graal du financement de l'investissement à impact, puisqu'on a Alexandre, le patron de Ulule. Donc, on peut peut-être les applaudir pour leur donner un peu d'énergie. Honneur aux dames, hein. De toute façon, on va justement éviter de s'attirer les foudres de l'antisexisme de Furax. Ça marche. Mais Cosima, vas-y, Furax, qu'est-ce que c'est ce Twitch? Du coup, Furax, c'est une association et un collectif de créateurs et créatrices de contenu. Ce qu'on voulait faire, c'était un équivalent du The Event, qui est un événement caritatif sur Twitch créé par un streamer qui s'appelle Zerator, mais à notre sauce, à savoir un événement qui est politisé et qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans l'idée, c'était de récolter des fonds pour des associations féministes engagées sur le terrain. Les fonds, ils ne nous vont pas du tout à nous, mais dommage. Dommage parce mais... que si j'ai bien compris, il y a quand même jusqu'à 150 000 €, 48 heures. Voilà, un peu plus de 48 heures, on fait 50 heures de live, à peu près quelque chose comme ça, un peu plus. L'an dernier, on a levé 151 000 € pour l'association féministe contre le cyberharcèlement. Voilà. Donc, ouais, s'il vous plaît. Qu'en pense le pape de l'investissement en fait, du financement quoi. J'allais demander si c'était sur Ulule, mais je crois pas. Non. Bravo. Non. Non, c'est des moyens alternatifs, cher monsieur. Voilà. Donc justement, toi, le financement, c'est ta cup of tea. Alors, c'est pas juste l'histoire rapide, c'est que Jean-Yves, qui fête les 20 ans des community management, moi, je les ai connus, les 20 ans, puisque on s'est connus il y a bien longtemps avec Jean-Yves. Et donc, moi, je suis un peu un vieux de la vieille. Et en l'occurrence, j'ai commencé sur le web en travaillant sur un magazine culturel qui était le premier webzine francophone. Et puis, évidemment, on avait plein de problèmes dessous. C'était en 98. Hein. Et du coup, à un moment, on a essayé de faire un appel aux dons et ça n'a pas marché du tout. On a reçu quelques chèques par la poste, etc. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de paiement en ligne, etc. Bon, ça, c'était 98. Et puis, j'ai monté effectivement Ulule en 2010, partant un petit peu de cette expérience et de voir comment on pouvait connecter des communautés avec leur public et apporter des moyens pour faire vivre des projets. Et donc, ça a démarré plutôt assez rapidement, dès 2010, parce que finalement, c'est logique. Hein. C'est-à-dire que les gens participent. Donc, depuis, il y a plus de 40 000 projets qui ont été financés. Wow. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas eu Furax, mais il y en a plein d'autres. Il y a effectivement plein de façons de financer les projets. Mais nous, notre truc, notre passion, c'est ça, c'est de trouver des outils et d'accompagner, parce qu'il y a un gros travail d'accompagnement des créateurs et des entrepreneurs pour leur donner les meilleures chances de succès. Et le lien après, je pense, avec les communautés, etc., c'est qu'effectivement, chaque projet, c'est aussi une petite communauté. Enfin, petite ou grande d'ailleurs. Ouais, donc, par exemple, des librairies sur Ulule, je sais pas, il y a eu des dizaines et des dizaines de librairies qui se sont lancées sur Ulule. Une librairie, c'est une communauté, en fait. C'est un espace dans la ville où les gens... voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Après, sur des communautés online, actuellement, c'est lancé hier
le Shift Project, donc ça me fait penser un petit peu, Ok. c'est différent, mais le Shift Project, les Shifters, c'est une super communauté. Donc là, ils ont collecté 300 000 € en 48 heures. Cosima, là, il va falloir. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Eh Donc oui, en fait, c'est évidemment, après, c'est en fonction de la taille de ta communauté, de Bien sûr. trouver un petit peu la métaphore qu'on prend sur les salles de concert ou sur les restos, mais de trouver la salle qui soit à ta taille pour que ça te pousse dans ton projet et que tu puisses le faire avancer. Pardon. Du coup, autant de projets, 40 000 projets, est-ce qu'on peut dire que c'est 40 000 communautés? Et si on dit que c'est 40 000 communautés, quels sont les leviers que tu vas utiliser pour finalement onboarder ces communautés, permettre aux porteurs de projets de monter en compétence sur la communication autour de leur projet? Et après, je reviendrai vers toi parce que c'est plus facile pour toi d'en parler. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est mieux quand je parle comme ça, ouais. Excusez-moi. C'est pas 40 000 projets, tout simplement. Pardon, c'est pas 40 000 communautés, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui font 1, 2, 5, 10, 15, 20 campagnes. Ok. Donc voilà. Mais effectivement, en fait, il y a une question d'authenticité sur la façon de communiquer auprès de son public. Et donc, on a plusieurs modes de financement aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce sera un peu compliqué, mais on va dire que le mode historique qui est le nôtre et qui est aussi celui de KissKissBankBank, qui nous a rejoint là depuis quelques mois, c'est celui du tout ou rien. Donc, en fait, on va se lancer un défi et on va se dire, OK, en 30 jours, je collecte 5 000, je collecte 10 000, je collecte 30 000. Bon. Et puis ensuite, autour de ce momentum, évidemment, les créateurs vont communiquer sur les projets, partager les coulisses, ce qui est très très prisé évidemment par les internautes parce qu'ils découvrent un petit peu l'envers du décor. Et donc voilà, nous, notre travail là-dessus, ça va être d'abord de les aider à bien évaluer ce qu'ils peuvent aller chercher, parce que là-dessus, il peut y avoir des fausses bonnes idées. Et puis après, bien sûr, de travailler sur le titre et le sous-titre pour qu'on comprenne tout de suite ce que c'est que le projet, les visuels, la publication de news, etc. etc. Ouais, je me disais en préparant un petit peu la table ronde que c'était un peu la table ronde du why, du sens. J'en ai eu la preuve quand tu me parlais d'engagement vraiment. Toi, c'est presque politique. Dès qu'il y a une occasion, on réagit. C'est le retardataire. C'est totalement politique. Ça vient de nos histoires personnelles à nous, les membres de l'association, qui remarquons des inégalités, de la violence dans notre milieu, même de créateuristes de contenu. Et l'idée, c'était aussi d'agir à notre niveau. Et notre niveau, c'est quoi? C'est le fait de mobiliser des communautés en ligne qui se retrouvent autour de créateurs et de créatrices de contenu qui sont très divers. Et il y a des créateurs qui parlent de musique, de jeux vidéo, de sculpture, voilà. Alors du coup, sous un tonnerre d'applaudissements, la plus grosse communauté française Facebook, s'il vous plaît. Laurent, Christian Delachet. En direct live, le Wanted Café, la Wanted Community, merci d'être là. 1 million de personnes. Ouais, un peu plus même. Ouais. Voilà. Déjà, je suis désolé pour le retard, mais vous saurez qu'on peut faire Montmartre à ici en 35 minutes de vélo en accélérant un peu. C'était chaud. Okay. Donc Wanted, 1 million de personnes, communauté basée au début sur aucune volonté, aucune idée derrière la tête. Et en fait, on a juste créé des conditions, on a créé un environnement pour que les gens se parlent calmement. Et au final, les gens ont fini par s'entraider, à faire des trucs dingues. Comme le truc le plus extrême, c'est sortir des gens de la rue en moins de 48 heures en leur trouvant un boulot et un logement. Et donc ça, c'était cool de faire ça. Voilà. Ouais. Donc là, on parlait de l'engagement, mais c'est vrai qu'il a craqué avec cette communauté. Après, avec le restaurant, tu as craqué un peu les mécanismes de la honte dans l'exclusion. Raconte un peu rapidement le repas suspendu et donc tous les projets qui vont peut-être en découler. Oui, en fait, on a créé la communauté en 2011 pendant un apéro. On se disait juste que c'était cool si on pouvait s'entraider. On connaissait pas grand monde sur Paris. Et du coup, on a commencé bêtement à se recommander des plans d'appart, de job, ce genre de trucs. Et nos potes ont invité leurs potes et leurs potes ont invité leurs potes. Et on s'est très vite retrouvé avec une communauté complètement organique qui a grandi hyper vite. On a aussi bénéficié à l'époque de Facebook, qui était un réseau social hyper dynamique à l'époque, contrairement à aujourd'hui. Et donc voilà, l'organique a pris. Et à un moment, on se retrouvait à accepter 10 000 nouvelles personnes par semaine. Donc on s'est retrouvé face à des problématiques de modération, ce genre de choses. Et pas mal de gens ont commencé à
à faire des choses de leur côté. Donc ça a commencé par des gens qui faisaient des maraudes, puis qui finalement conviaient d'autres personnes à faire des maraudes. Et puis du coup, on s'est retrouvé avec une maraude de bénévoles qui faisaient 500 repas semaine. Et puis du coup, nous, on est allés les voir pour voir ce qu'ils faisaient. Puis en allant les voir, on s'est dit que notre job de tous les jours, c'était de la merde et qu'il fallait que du coup qu'on parte avec les gens de cette communauté, essayer de faire un bout de chemin. Et en étant, avec plein de ramifications différentes, on a été repéré par Facebook, qui nous a fait gagner un prix européen et mondial et nous a filé $1 million. Et du coup, on leur a pitché une idée comme quoi on voulait créer des restos solidaires. Et voilà, et on a fait des restos solidaires. Il y en a qu'on a plantés, il y en a qui sont encore vivants. Voilà. Alors du coup, là, je vais provoquer un petit peu Ulule, mais ouais. Et est-ce que le facteur clé de succès d'une communauté à impact, c'est justement de rien attendre? Non, je dirais pas ça quand même. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a plein de trucs qu'on découvre en avançant et c'est normal. Nous, par exemple, on a commencé en 2010. Et par exemple, tous les sujets impact, ils étaient même pas vraiment sous le radar. On est devenu, et nous, il y a plein de trucs qu'on a appris au fur et à mesure. On est du coup devenu B Corp en 2015. On faisait partie des 10 premières ou 20 premières boîtes en France à devenir B Corp. Mais en 2015, je vous assure que personne ne connaissait le truc, quoi. Précise peut-être B Corp. B Corp, c'est une certification américaine où en fait on s'engage sur énormément de critères avec un système de notation, que ce soit sur la gouvernance, enfin sur les critères ESG en fait. Et donc voilà, B Corp, c'est aussi une communauté d'ailleurs d'entreprises. Mais donc voilà, il y a des choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Même le fait que, parce qu'au début, moi, très pragmatiquement, l'idée c'était de trouver de l'argent pour les créateurs et les entrepreneurs. Bon, mais par exemple, même la notion que en fait c'était bien plus que ça et que finalement Ulule, ça revient à créer du lien social autour de projets. Bah ça, je l'avais pas forcément en tête. Donc on le découvre et puis on l'accompagne et puis après on le formalise au fur et à mesure. Par exemple, on a décidé d'avoir une personne de cette communauté qui siège au conseil d'administration de la boîte. Parce qu'on se disait que c'était vachement bien qu'elle puisse partager comme ça toutes les infos et puis nous faire un feedback aussi en tant que créatrice. Mais là, tu vas même beaucoup plus loin là, parce que donc j'ai eu la chance de regarder le camp de base, là, le site que tu as proposé, mais c'est un accompagnement topissime. Alors ça, c'est tout nouveau. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Mais, mais c'est la forme, tu viens de le formaliser en fait. En vrai, c'est l'aboutissement de toutes ces réflexions, tout ce que tu as constaté. Il y a plein d'experts qui sont à disposition de chaque porteur de projet. Et en fait, il y a des capsules gratuites ou pas, parce que je crois qu'il y a une possibilité de payer quand même. Ouais. Donc il y a un business model qui est en train de se construire. Mais attends, mais c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que tu es un porteur, tu veux discuter avec des experts, tu peux quoi. Ouais, ça c'est tout nouveau. Sur campbase.ulule.com, il y a une app et tout. C'est même pas encore annoncé officiellement. Et scoop ce soir, dédicace. Et en fait, à vrai dire, c'est le truc qui m'excite vachement depuis quelques mois parce qu'on travaille beaucoup là-dessus et que c'est assez compliqué à faire, mais ça se passe pour l'instant vraiment super bien. Et c'est effectivement toujours la question de à quel moment, en fait, justement, l'informel et le spontané, c'est génial, en fait. Et puis à quel moment, quand tu commences à le formaliser, tu peux faire soit des bêtises, soit finalement, justement, formaliser les choses qui fonctionnaient parce qu'elles étaient informelles. Et du coup, là, on espère avoir trouvé un truc pas mal. Donc aujourd'hui, il y a 3000 membres à peu près. Et donc, c'est comme son nom l'indique, camp de base, ça se veut le camp de base des créateurs et des entrepreneurs. C'est-à-dire que tu es créateur entrepreneur, tu poses tes bagages, tu les reprends, tu repars, tu reviens. Tu sais que tu as toujours quelqu'un pour répondre à tes questions, etc. quoi. Top. Alors Cosima, qu'est-ce qu'on décide de faire là? de rejoindre le camp de base ou... Alors non, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Furax en tant qu'association est financé de deux manières. La première, c'est nos adhérents. On propose en fait de créer une communauté d'adhérents. Moyennant. J'ai vu, c'est via Hello Asso. Ouais, Hello Asso, sur le site. Et tout de suite, ça veut dire que sans trop connaître, tout de suite, tu es capable de prendre 5 € à quelqu'un. Ouais. Ok. Je vais y aller, moi. En fait, le business est très simple ici sur scène. Et du coup, c'est vrai que ça avait financé l'an dernier un bon tiers de l'événement lui-même. Parce que l'événement caritatif, c'est un lieu, des ordis, du traiteur, des voyages, des hôtels, etc. Donc, c'est un événement qui est quand même d'ampleur à organiser et surtout, ça coûte cher. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ne prend absolument 0 € sur la cagnotte pour l'association pour laquelle on lève. C'est le but. Ça, c'est pas notre cas. C'est pas le cas d'Ulule. Mais pour le coup, moi, j'ai une association à but non lucratif et tu as une entreprise, donc c'est la différence. Ouais. Et toi, ça t'inspire quoi? Parce que ce qu'on disait souvent, c'est 1 million de personnes. Finalement, on n'a pas monétisé cette communauté. Tu t'es posé des questions. Aujourd'hui, on en est où? Les questions sont toujours en suspens. En fait, on ne sait pas si on est des gros débiles et on n'a pas réussi à le monétiser,
Je dirais pas ça. Non, en gros, notre volonté à un moment, ça a été de pas la monétiser. On a été sollicité par plein de marques, plein d'agences, par The Family aussi à un moment. Et ça ne nous correspondait pas à cette époque-là. On n'a pas voulu le faire. Après, est-ce qu'on aurait été capable de le faire? J'en sais rien et j'en doute a priori. Nous, on était plus sur du concret et on a vachement fonctionné aussi avec ce que les membres nous proposaient. En fait, les membres venaient, c'est eux-mêmes qui nous ont alimentés. C'est-à-dire que nous, vraiment, on a créé un univers, on a créé un espace de dialogue et les membres sont venus pusher des trucs qui ont résonné en nous. Et quand ça nous plaisait, du coup, on creusait le sillon avec eux. Et c'est notamment comme ça qu'on s'est retrouvé à faire de l'aide alimentaire. Voilà, en gros, moi, je rencontre une membre de la communauté qui fait des maraudes. Elle fait 500 repas semaine au bout d'un moment. Et puis, au bout d'un moment, on fait 100 000 repas avec d'autres assos pendant le Covid. Puis là, on se dit qu'il faudrait faire un resto. On pitche ça à Facebook en étant persuadé qu'ils en ont rien à faire. Et en fait, ils kiffent. Et quand on fait le resto, on se dit on n'a pas d'argent. Et du coup, il faut faire des travaux et tout. Bah, y a un mec qui nous dit moi, je l'ai fait. Je suis membre de votre communauté. On dit on n'avait même pas pensé. Du coup, plein de membres de notre communauté sont venus faire les travaux. Et l'étape du resto d'après, c'est ils ont investi 450 000 euros. Donc en fait, nous, on a beaucoup suivi ce que les gens nous disaient. Peut-être qu'on aurait dû plus contrôler. Après, au niveau, ça dépend pourquoi tu fais les choses. Voilà, nous on a eu de l'argent, on n'en a pas eu, on en a eu, puis on n'en a pas eu. Par contre, quelle aventure, quelle émotion. Alors, on a vraiment partagé des trucs de fou, quoi. Je me rappelle, il y a un truc qui est marrant et ça, c'est pour permettre de revenir sur la modération. Est-ce que c'est un levier d'engagement de la communauté ou pas? J'aimerais bien qu'on y réponde positivement, mais c'est pas sûr. Mais lui, à un moment donné, il est, je sais pas, t'as combien tu dois accepter à la main sur Facebook les membres de la communauté. Ouais, la relation. Au point que Facebook les appelle pour se dire, en fait, on va peut-être t'aider à construire une fonctionnalité parce que finalement, il y a trop de gens qui veulent s'inscrire, quoi. Ouais, c'était ça, oui. On appuyait 10 000 fois sur le bouton et en fait, quand on les a eu en call, on leur a dit ça, ils ont changé la fonctionnalité. On est intervenu sur plein de fonctionnalités. Nous, la modération, c'est ce qui nous a sauvés. C'est-à-dire, on a eu des gens très vite investis qui passaient du temps pour que les membres de la communauté se sentent à l'aise et qu'ils puissent poser toutes leurs questions pour qu'on puisse leur venir en aide. Nous, on a quand même des gens qui étaient en situation de précarité qui, par exemple, sur la communauté, demandaient si quelqu'un pouvait les aider pour faire des courses ou pour avoir un ticket resto, des choses comme ça. Et donc, en fait, il y avait un vrai travail derrière qui était de est-ce que cette personne est vraiment dans le besoin et est-ce que si elle est vraiment dans le besoin, cette personne ne va pas être harcelée ou embêtée par des gens qui pourraient lui dire t'as qu'à aller travailler ou t'as qu'à faire ceci. Et donc, c'était un vrai taf et on avait une équipe de bénévoles qui était incroyable et on l'a toujours d'ailleurs, qui fait ça, quoi. Parce que du coup, toi, comment tu fais? Parce que quand on est engagé comme ça, c'est un peu qui tout double aussi. À un moment donné, il y en a un qui pète un câble. C'est ça. Et puis c'est d'un seul coup, ça devient un peu. Il y a un juste milieu à trouver parce qu'à la fois, on a une communauté qui peut être très, très engagée sur des sujets en particulier. Et à la fois, on n'a pas envie de prêcher qu'à des convaincus. On veut qu'il y ait des gens un peu confus qui arrivent et qui entendent parler de sujets qu'ils n'entendent pas souvent, que ce soit la parentalité des personnes transgenres, par exemple, ou le quotidien d'une travailleuse du sexe. Enfin, on a quand même un panel en fait de sujets qu'on explore et on veut que des gens puissent quand même y accéder, mais aussi poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a un subtil équilibre à trouver sur la modération de ce genre d'échange-là pour que les gens qui sont déjà convaincus, qui sont là pour apprendre des choses supplémentaires, se sentent pas forcément offusqués par ce qui est en train de se poser comme question dans le chat. Mais voilà, on compte quand même en effet sur une équipe de modérateurs et modératrices qui sont très au fait. Et le fait de s'appuyer sur la modération pour créer de l'engagement, moi j'y crois à fond. C'est aussi ce que je fais chez Reddit, mais voilà. Donc on parle pas de Reddit. On a dit Furax aujourd'hui. Ça m'aurait intéressé de savoir chez Reddit parce que on en parlera après. Parce qu'effectivement, nous, je vais faire court sur la modération parce que c'est un vaste sujet, c'est compliqué chez nous. Alors, heureusement, en fait, par construction, comme les projets sont validés par leur communauté, en fait, ça permet d'éviter pas mal de choses. Mais par contre, oui, on est soumis aussi au vent contemporain, c'est-à-dire que par exemple des projets complotistes à un moment on a reçu plein, donc et c'était extrêmement compliqué parce qu'en plus il y a les trucs qui sont clairement complotistes, mais il y a tous ceux qui sont sur le fil du rasoir, donc oui, il y a un gros travail à la fois algorithmique, si je puis dire, où on a des mots pièges pour bien vérifier les choses. Après il y a une vérification, voilà, il y a énormément de choses. En réalité, c'est vraiment une part minime du nombre de projets, par exemple, qui sont proposés, extrêmement minime. Mais par contre, effectivement,
si ça sort, et quand ça sort, ça fait tâche. Et du coup, on a un gros travail là-dessus. Et en l'occurrence, je ne sais pas s'il y a des gens de YouTube dans la salle ou quoi, là. Je vois bien le boulot que c'est un boulot vraiment compliqué. Alors, c'est différent pour chacune de nos expériences, mais c'est un boulot vraiment compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on a pu faire 2-3 erreurs, mais par contre, on met vraiment des moyens pour le faire. Là où je pense qu'il y a certaines plateformes qui mettent 0 moyen en réalité par rapport à la réalité économique et de trafic de leur plateforme, quoi. Du coup, je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est du timing, mais je voudrais pas. Moi, si on me laisse continuer, je continue. Ce qui m'intéresserait de savoir, là, si on essayait d'un petit peu de synthétiser, ce serait quoi les mots magiques là pour décrire une communauté à impact et pour l'engager? On va dire, voilà, on a des projets, on veut apporter du sens, apporter du why. Comment on conclurait? Comment est-ce qu'on dirait, voilà, c'est ça qu'il faut surveiller, c'est comme ça qu'on va engager, c'est ça qu'on a compris de notre expérience? Je peux commencer. Ouais. Je pense que ça va te parler. Moi, il y a un mot qui me vient tout le temps, c'est l'empathie. J'essaie d'être toujours en empathie avec les membres des communautés que je gère depuis que j'ai commencé ce travail. Mais en fait aussi essayer de créer ce sentiment de solidarité et d'empathie entre les gens. Surtout, je pense à Wanted Community, ici ça s'applique aussi. Dans le cas de Furax, oui, c'est raconter des histoires, des vécus, etc. Donc, on est déjà en fait dans une approche où il faut créer beaucoup de place pour cette empathie-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'en ai 3. C'était 3 ta question. Non, mais ouais, c'était un, les mots magiques, Ouais. et 2, peut-être comment la surveiller, comment la mesurer. Oui, ouais. À la mesurer, je ne sais pas si ça se mesure, parce que donc empathie, oui. Moi, je dirais plutôt authenticité. Ouais. Enfin, en fait, mais Ouais. authenticité hyper important, parce qu'en fait, nous, on voit par exemple, il y a plein de créateurs qui viennent sur Ulule et qui, par exemple, à un moment, on a forcé un petit peu le trait sur le impact, par exemple, parce qu'on est Bicorp, etc., etc. Et jusqu'au point où parfois, certains entrepreneurs se disaient, c'est pas forcément pour moi. Alors même que, par exemple, ils voulaient lancer un food truck avec uniquement des produits bio et régionaux, mais ils n'avaient pas forcément la grammaire du truc à impact, en fait. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on était presque discriminant dans notre façon de dire attention, ici, c'est à impact. Oui. Et donc, ça exclut un peu l'impact, en fait, aujourd'hui. Alors bon, je parle pas des alors effectivement, depuis quelques mois, c'est encore. Je parle même pas de ça, en fait. Je parle plus du côté trouver l'authenticité et la spontanéité du créateur. Et s'il veut faire un food truck de produits régionaux en Bretagne, par exemple, c'est super. Et du coup, on va même l'accompagner parce que sur la plateforme, tu peux aussi ajouter les ODD, les objectifs de développement durable qui sont liés à ton projet. Donc, par le process, il va être aussi amené à se poser des bonnes questions là-dessus et à s'améliorer là-dessus. Non, mais moi, je rajouterais le mot émotion aussi. Nous, ça a beaucoup compté chez Wanted, les émotions qu'on a fait vivre aux membres et surtout les émotions que les membres nous ont fait vivre. Donc, il y a une phrase très célèbre qui dit on oubliera ce que tu fais, on oubliera ce que tu dis, mais on n'oubliera pas ce que tu fais ressentir. Et nous, c'était un peu ça, Wanted. Et il y a plein de communautés différentes. Il y a des communautés qui sont basées sur du savoir-faire, sur des passions, d'autres sur des valeurs. Nous, on était sur les valeurs. Et je pense qu'il y a plein de manières de gérer les communautés. Nous, vraiment, on était un truc complètement décentralisé, c'est-à-dire que jusqu'à ce que Facebook mette le projecteur sur nous, globalement, personne ne savait qui était derrière cette grosse communauté, on se mettait jamais en avant. Sur la communauté, quand on postait, on était traité de la même manière qu'un autre membre, c'est-à-dire que quand je voulais mobiliser des gens sur une cause, j'étais obligé d'être beaucoup plus malin que les membres de ma communauté si je voulais attirer du monde, parce que j'étais traité par l'algorithme de la même manière. Et donc, on a dû vachement composer avec ça. Moi, j'ai croisé chez Facebook des vrais community leaders, tu vois, qui, eux, pour le coup, c'était des Américains qui, par leur nature, leur manière d'être, fédéraient des gens et avaient des communautés de 500 000, voire 1 million de personnes qui étaient derrière eux. Nous, c'était plus un style de vie et les émotions qu'on procurait et l'empathie qui fait qu'on a rassemblé des gens qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble. Et c'était ça qui était beau. Mais non, mais t'es venu dans le resto, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que dans notre resto, pour résumer, on permet à des gens qui n'ont pas d'argent de venir manger gratuitement. C'est un super bon resto. On est noté 4,7 sur 5 sur Google. Je confirme, c'est très bon. C'est vraiment très bon, c'est très beau et tout. Et en fait, c'est nos clients qui, eux, viennent manger et payent leur repas, donc 20 € ou 25 €, je sais pas combien ils payent, qui décident à la fin de payer un peu plus pour une personne qui est dans le besoin.
Et en fait, au début, quand on fait ce genre de truc, tout le monde dit ah mais moi j'ai pas envie de manger à côté de quelqu'un qui galère et tout. Et en fait, quand vous venez dans le resto, vous vous rendez compte que ça se passe crème, que la mixité se passe super bien. Et nous, c'était ça la philosophie de notre communauté. C'était il y a plus d'espace où on vit ensemble. Et en fait, il faut réussir à recréer des espaces où on fait vie commune. Et pour recréer ces espaces, il faut créer des conditions de dialogue, de modération, d'empathie, d'authenticité. Et je pense que c'est ça le plus important dans une communauté. Et je rajouterais aussi que souvent, moi, je fais du conseil. Et il y a des gens qui viennent me voir en me disant bon, alors moi, ta communauté incroyable, je veux la même. Et il me la faut dans 1 mois parce que voilà. Et en fait, je leur dis alors t'es gentil, mais moi j'ai mis quand on était une vie. Non, mais quand on était au Prime, on a mis 3-4 ans à le faire, un peu comme tu disais, des fois sans savoir. Enfin, on touche un bouton, ça marche pas, on en touche un autre, ça explose, on ne sait pas pourquoi, et on apprend en faisant. Et surtout les gens qui viennent te voir comme ça, ils veulent une communauté pour l'utiliser eux. Et en fait, ça, pour moi, c'est le pire truc qu'on peut faire. Ça marche pas et faut changer le paradigme. Et en fait, il faut plutôt se demander ce que nous, on peut apporter à la communauté et comment on peut fonctionner avec. Et souvent, les marques, elles confondent ça. Elles veulent une communauté parce que c'est tendance. Et en fait, tu as envie de leur dire, mais tu connais tes consommateurs, tu connais tes clients, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Pourquoi ils te suivraient? Et ça, ils ont souvent tendance à l'oublier. Et je trouve que là, en plus, avec l'ère de l'influence, ils le comprennent encore moins bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de communauté. Ils disent, on a une grosse communauté. Non, en fait, tu as des followers, mon gros. Donc, c'est différent. Alors, justement, là, c'est une opportunité pour que tu prennes la main parce que finalement, toi, tu as compris ça. Parce que tu as structuré, tu as processisé, il y a la plateforme, on ne refait pas les mêmes erreurs. Tu sais très bien qu'effectivement, on ne peut pas choper une communauté de 100 000 personnes en 5 minutes. Ah oui. Il y a une histoire à créer. Enfin, voilà. On a réussi à processiser avec toute cette expérience quand même. Oui, alors moi, il y a plein de trucs que je ne sais pas, mais en fait, moi, je passe mon temps à accompagner des créateurs, des entrepreneurs qui sont sur des sujets que je ne connais pas, en fait. Parce que, par exemple, je ne connais pas la boulangerie, je ne connais pas un petit peu la librairie quand même, enfin bon. Et sur les réseaux, en fait, pour le coup, c'est très simple. Alors, on pourrait rajouter peut-être un 4e mot-clé qui est celui de l'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un énorme objectif, le Shift Project dont je parlais hier, qui s'est lancé hier, pardon, leur premier objectif, c'est 300 000 €. Bon, ils l'ont fait en 48 heures, ils vont monter à 1 million, 1,5 million facile. Mais bon, c'est le Shift Project. Donc, effectivement, il y a 10 ans d'engagement, 10 ans, voilà. Mais quelqu'un qui arrive, donc nous, le cas typique, c'est quelqu'un qui arrive, qui veut lancer un produit, lancer des nouveaux jeans en lin, made in France, etc. S'il veut vendre 1000 produits, par exemple, on va lui expliquer que pour vendre 1000 produits, il faut qu'en amont, il est travaillé pour avoir déjà, alors soit on va parler en communauté, soit on va parler en lead, mais qu'il ait déjà 3 000, 4 000, 5 000 contacts minimum. Donc voilà, ça va être le travail amont par rapport au moment du lancement, et ça va être un peu le reality check pour savoir que oui, ça prend du temps, sauf si tu as effectivement on va dire des influenceurs pour la faire vite. C'est-à-dire que effectivement, si demain Edoui Plenel a envie de lancer un nouveau média, ça va se faire en 25 minutes, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas Edoui Plenel. Et pareil pour un groupe de musique. Donc, bien prendre en considération la base qui existe. Et si ton objectif est très ambitieux, super. Mais dans ce cas-là, te rendre compte du boulot qu'il va falloir faire en amont, pas à pas, pour pouvoir prétendre à ce type d'ambition. Tu mesures comment l'engagement de tes communautés, toi, Cosima, à part par l'argent que tu vas lever sur ton événement caritatif? En fait, on a un certain nombre de métriques aussi assez banales sur Twitch, que ce soit des visionnages uniques, des visiteurs uniques. On est aussi poussé par Twitch. On peut être en page d'accueil, etc. Donc ça, on y a recours aussi. Si je dis pas de bêtises, on était autour de quelque chose de 800 000 unique viewers sur la 2e édition. Parce que aussi il y a une comment dire, ce mot est un peu long. Mais toi, tu es associé à d'autres créateurs de contenu. Oui, toi, tu as squeezé un peu le truc, vous êtes mis ensemble. C'est ça. En fait, Furax, l'idée, c'est que vraiment, on s'appuie sur des communautés d'autres créateurs et créatrices pour qu'au final, on forme une espèce de conglomérat de communautés, mais qui allons tous dans le même sens. Dans le même but, ouais. Voilà. Du coup, oui, on mesure avec les fonds levés, les métriques de Twitch, mais derrière, en fait, typiquement, cette année, on a eu 150 adhésions de plus que l'an dernier. Okay. Donc il y a aussi ça de se dire en fait des gens qui peut-être n'avaient pas adhéré l'an dernier parce que peut-être qu'ils ne nous connaissaient même pas, parce que Furax 1, la première édition en 2023, on était
petit, on va dire, et encore, on a levé 57 000 € sur la première, donc ça reste une belle somme. Donc on a presque triplé. Derrière, on a eu aussi une reconnaissance de Twitch. Pendant la TwitchCon à Paris, ils nous ont fait la surprise d'arriver avec un chèque de 30 000 € pour l'association pour laquelle on avait levé des fonds pendant la première édition. On s'y attendait pas, on était en mode « Ah d'accord, ok, c'est gentil. » On va rester au contact. Ouais. Mais du coup, oui, c'est de voir aussi que notre communauté, à nous, au sein des adhérents, notre base de follow, aussi bête que ça puisse sonner, elle augmente. Alors, et on arrive à toucher des nouvelles personnes. Elle augmente parce que tu lui donnes quoi à manger? Comment tu la stimules? Des nouveaux contenus. Okay. Alors, c'est quoi tes contenus à toi? Alors, pas à moi personnellement, mais au au collectif collectif. Furax, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qui s'appelle du signal boosting. Généralement, on va aussi soutenir d'autres initiatives. Okay. Exemple, il y a quelques mois, il y a un collectif qui s'appelle l'Organisation de Solidarité Trans qui avait besoin de 50 000 €. Et du coup, nous, on leur a dit, venez nous parler de ce que vous faites dans votre orga. Nous, on a 8 000 followers sur Twitch. Donc, venez vous exprimer devant LZE et puis on en parle. Donc, voilà. 2 minutes. Super. Bah non, mais le mot de la fin, là, c'est à vous de le sortir. Moi, je suis un pauvre modérateur. J'ai accepté cette mission parce que c'est un honneur pour moi, parce que je connais. Moi, ce qui m'a fasciné chez le Wanted Café, c'est que on a levé les mécanismes de la honte. On n'est plus dans l'exclusion. Donc, on a créé une communauté où finalement, ils sont tellement pris la tête avec les maraudes, tellement les restos du cœur et tout, qu'effectivement, ils ont créé un espace, un lieu, je ne sais pas si ça existerait en virtuel, mais j'aimerais bien, dans lequel finalement, ceux qui sont exclus côtoient ceux qui sont dans la vraie vie, et on ne s'en rend pas compte. Hein. Et c'est vraiment hyper cool, hyper agréable. Oui, et puis moi, ce qui est important, je pense qu'on a chacun, comme je disais, des communautés différentes. Moi, ce qui est important, c'est que cette communauté, elle a changé ma vie, alors que je n'étais pas du tout destiné à faire ça. Et je pense que c'est là aussi où on voit la puissance de cette communauté. C'est-à-dire que nous, il y a un des cofondateurs qui est parrain d'enfants qui sont nés via des rencontres sur la communauté. Et en fait, quand vous arrivez à ce degré d'intimité, ce degré d'implication des membres de votre communauté et que même vous, ça a impacté votre vie parce que vous avez changé de carrière et tout ça, je trouve que en fait, c'est ça la beauté des communautés, quoi. C'est-à-dire, c'est d'aller ensemble, comme tu disais, vers un chemin alors qu'on était potentiellement sur des routes parallèles, mais qu'on ne se parlait pas ou qu'on ne se rencontrait pas. Et on pensait tous dans notre coin la même chose. Et à un moment, on décide de le formaliser dans un espace où on se sent tous en confiance. Et justement, on arrive à atteindre ce but tous ensemble. Donc voilà, nous, on n'a pas processisé. Je pense que on est. Tu devrais parler avec. Non, mais ça nous va très bien. Ça nous va très bien ce côté organique. Je trouve que ça correspond bien, comme à mon arrivée, tu vois, le côté voilà, c'est le foutoir. Mais voilà, je pense que effectivement la communauté, ça a une puissance dingue et bravo pour ce que vous faites. C'est trop cool. Vous changez la vie de plein de gens et c'est trop bien. Merci. Merci beaucoup.